question d'entrée pour vous, amis brestois, brestoises. Si un joueur de champ prend le ballon à la main dans la surface, y a-t-il penalty? C'est une question à laquelle nous allons répondre dans ce 29e épisode de Brest en Air. Et pour ce numéro bien sûr exceptionnel, évidemment le numéro 29, je suis rejoint comme d'habitude par Yann. Salut Yann. Salut à tous, j'apprécie la qualité de l'arrêt de Monsieur Nyang en effet. Et Fanch, j'imagine que toi aussi t'étais subjugué par la qualité de cette parade de notre ami sénégalais, je crois qu'il est sénégalais. Il est sénégalais, bonjour tout le monde, oui, bel arrêt, vraiment très serein, prise de balle très ferme, et meilleur que Johan Hartog. Oui, c'est vrai. Mais meilleur jeu au pied aussi, on peut le dire, même s'il n'a pas vraiment brillé dans ce match. Alors justement, on va revenir sur ce match en long, en large et en travers sur le derby qui s'est terminé sur un match nul 0-0, mais beaucoup plus de points positifs que de négatifs si on est brestois. Ensuite, on passera comme d'habitude aux news et on présentera le match contre Saint-Etienne, un podcast somme toute assez habituel dans son squelette en tout cas. Tu oublies le match de Bordeaux. C'est vrai qu'on peut parler un peu du match de Bordeaux. Donc le 1 partout, ça fait déjà un peu plus d'une semaine maintenant. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé puisque la LFP nous met les bâtons dans les roues pour exercer notre profession comme il se doit. Et donc on finira par Saint-Etienne et quelques pronostics, évidemment. Alors, on commence par Bordeaux, puisque tu l'as mentionné à juste titre. Donc un match contre Bordeaux qui s'est terminé sur un match nul 1 partout, où on a pu voir un bel état d'esprit brestois à défaut de qualité technique digne d'un match de Ligue 1. Oui, on retiendra surtout l'état d'esprit. Oui, complètement d'accord. Enfin, moi, je te disais de parler de Bordeaux juste en quelques mots. C'est pas forcément le match le plus important, mais bon, on a pris autant de points finalement contre Bordeaux qu'à Rennes. Et je retiens effectivement l'état d'esprit, le fait de rien lâcher dans une dynamique. Pour une équipe qui joue le maintien, c'est un bon signal qui est envoyé. Rater un penalty, être réduit à 10 et quand même parvenir à égaliser, alors que tu fais un match vraiment très mauvais dans l'ensemble. C'était vraiment pas un bon match de foot. C'est plutôt positif, en tout cas de manière comptable, quoi. Mais après Bordeaux c'est vraiment très faible aussi, donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir pris les 3 points sur ce match-là, mais on va s'en contenter et l'état d'esprit reste très positif. Oui, puis l'état d'esprit est très positif et il est même approuvé dans le sens où des joueurs qui semblaient pas concernés jusqu'ici, je pense notamment à un certain numéro 23, l'ont été. Voilà, c'est à peu près tout ce que je retiens. Oui, bon match de Mathias Autrec, c'est vrai. Oui, quand il n'est pas bon, on le dit. Quand il est bon, il faut le dire aussi. Ouais, franchement, en fait, comme techniquement, il est un petit peu meilleur. Dès que le niveau technique baisse, en fait, on le voit quand même plus que les autres. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas tiré le penalty, par contre, parce que je pense qu'en tant que capitaine, c'était à lui de le faire. Mais la question des penalties se pose aussi. C'est quand même le 3e raté, il me semble, à domicile. Ça commence à faire beaucoup, ça fait des points qui s'envolent, même si on ne sait pas en revenant à un partout est-ce qu'on aurait gagné le match ou pas, ça aurait peut-être rien changé, mais c'est des occasions très franches de but qui sont à mieux négocier selon moi. En tout cas, il n'aurait pas pu faire pire que Batokyo sur ce penalty. Une véritable catastrophe, un cas d'école de comment ne pas tirer un penalty. Après, Costil, c'est le gardien en activité en Ligue 1 qui en a le plus arrêté aussi, donc peut-être que dans sa tête, il a un peu tergiversé avant. C'est dans l'équipe juste le matin ou la veille, donc je sais pas si ça a joué. 15 pénaltys arrêtés en Ligue 1 pour Costil. C'est beaucoup. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Mais s'ils sont tous aussi bien tirés que c'est sûr. Ceux de Batokyo, effectivement. Toi, si t'étais parti du bon côté, tu l'aurais eu. Là, oui. C'est dire le niveau de qualité de frappe. Alors un état d'esprit qu'on a pu voir sur le match contre Rennes. On va revenir directement sur le match contre Rennes. Voilà, on n'a pas parlé de l'expulsion de Castelletto. C'était un match somme toute quelconque. Match en semaine. Voilà, match en semaine qui ressemblait plutôt à un match de coupe plutôt qu'un match de Ligue 1. Il n'y avait pas cette atmosphère Ligue 1. En plus, c'était à 19h, donc c'est particulier. Match quelconque, mais il y a quand même des choses intéressantes à noter, notamment dans la composition d'équipe et le choix des hommes, parce que Charbonnier a été mis sur le banc, Yoann Cour a été mis sur le banc, il a relancé d'autres joueurs.
Toujours cette question de l'équipe type qui n'est pas trouvée et qui n'est pas réglée. Donc c'est des signaux qui sont envoyés. Et avec la déclaration d'après-match de Charbonnier à Rennes, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de friture sur la ligne entre les deux hommes. Après, ça peut aussi s'expliquer par, voilà, comme tu l'as dit, match en milieu de semaine. Donc 3 matchs en 7 jours. Ça peut. Il fait assez régulièrement tourner sur un des 3 matchs quand il y a 3 matchs en 7 jours. Il a choisi Bordeaux. Est-ce que c'était le bon choix? Peut-être pas, on ne saura jamais. Hein. Mais il a remis l'équipe. Alors non, il n'a pas remis l'équipe type contre Rennes. Il y a eu quelques surprises quand même dans la composition d'équipe, avec notamment les titularisations de Lannes et de Bello à la place d'un Faussurier en difficulté actuellement. Pour moi, coupable sur le but bordelais de Wang. C'est collectif, hein, mais bon. Il est quand même responsable. Quand on regarde le ralenti, c'est la tortue, quoi. Et la tortue, sur coup de pied arrêté, c'est pas une bonne solution. Surtout qu'il a fait la même action 3 jours avant. C'est ça, en plus. Et logiquement, je pense que Gaëtan Bello a eu sa chance. Il a plutôt bien prise. Mais d'ailleurs, c'est tout le quatuor défensif qui a réalisé un très bon match avec notamment Brendan Chardonnay. On y reviendra tout à l'heure plus en longueur, mais qui remplaçait donc Jean-Charles Castelletto suspendu, et un Romain Perrault peut-être pas retrouvé, mais trouvé pour ce match contre Rennes. En tout cas, juste pour revenir sur Castelletto, il sera également suspendu à Saint-Etienne, face à Saint-Etienne à domicile, et donc on peut imaginer la reconduction de Brendan Chardonnay en défense, donc qui a fait un très bon match effectivement. Au-delà, comment dirais-je, de ces changements tactiques, on peut peut-être déjà dire que c'était un bon point finalement, ce point pris à Rennes. Je pense qu'on aurait signé avant le match. Après, moi, c'est un match que j'ai qualifié d'ambivalent, dans le sens où sur le plan défensif, c'est très rassurant après avoir perdu et pris des buts, pris 2 à Toulouse, 3 à Dijon. Donc rassurant défensivement et à la fois très décevant sur le plan offensif, où je trouve qu'on n'a rien montré. Et voilà, est-ce que là on est en train de renier nos principes pour accrocher un maintien? Est-ce qu'il y a un changement de mentalité dans l'équipe? Je sais pas. Moi je garde l'idée que un point c'est très bien, on jouait le troisième, certes bon visiblement pas en grande forme, mais on jouait le troisième. À partir de là, je peux comprendre qu'on ait effectivement été plus pragmatique. Ça semble déplaire à certains, par exemple Gaëtan Charbonnier, mais moi voilà, je signe avant le match et même après le match je signe. On a vu notre état d'optimisme lors du podcast précédent. Effectivement, je pense que tout le monde aurait signé pour un match nul contre Rennes. Alors la manière n'a peut-être pas été convaincante, mais elle a peut-être été rassurante. Et c'est quand même intéressant avant des matchs qui vont commencer à se corser au niveau des adversaires. Donc c'était peut-être l'occasion de démarrer une série de matchs sans défaite. Et avant à Saint-Etienne, avant de jouer contre Saint-Etienne, c'était important, je pense, de ne pas perdre et surtout de ne pas perdre assez drastiquement. Je pense qu'on peut quand même parler de manière défensive, peut-être d'un match référence à l'extérieur, parce qu'on n'a finalement pas concédé beaucoup d'occasions. Il y en a quelques. C'était d'ailleurs les mots de l'entraîneur. C'était quelques occasions, Yann Yang en première mi-temps, la frappe de Léal Sidiki sur la barre. En deuxième, c'est plus des offensives que des occasions rennaises. On n'a pas été tellement mis sous pression non plus, à part les premières 10 minutes peut-être. Mais bon, ça c'est logique, on pouvait s'y attendre à l'extérieur. Après, faut pas non plus oublier et toujours avoir rappelé le contexte, c'est-à-dire qu'on jouait une équipe de Rennes. Quelle Rennes en face finalement? C'est une équipe très diminuée et je pense moralement également touchée par les événements de la veille avec le départ d'Olivier Létang. Donc voilà, on en a certainement profité, mais je pense pas qu'on a joué un Rennes à 100% non plus. Et qui a vraiment l'air très très fatigué, le Stade Rennais. Vraiment, les blessures musculaires qui s'enchaînent. Là, il y a Damien Da Silva qui aurait pu sortir, qui est resté tout le match, mais qui s'est fait bander vers la demi-heure de jeu, il me semble. Ouais, et puis même un petit peu plus tard, il s'est reblessé. Quand il s'est vraiment blessé définitivement, il n'y avait plus de changement possible, donc il a serré les dents jusqu'au bout. Et effectivement, c'est les blessures qui s'accumulent. On a vu que Rafinha était préservé, tout comme Camavinga. Donc je pense que ça va être trop dur pour eux de conserver cette troisième place, sachant ce qu'il y a derrière et qui arrive très fort, notamment le LOSC. Après, moi, je vais revenir sur ce que vous disiez sur la solidité défensive. Il y a un point qui l'illustre bien. Je pense que c'est la première fois de la saison, à domicile comme à l'extérieur, que Gauthier Larsonneur n'a pas eu un seul arrêt à faire. C'est vrai qu'on s'attendait à un gros match de Larsonneur. Bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais on ne peut que s'en féliciter. Ah oui, lui aussi doit être le premier avis, mais là,
2 jours après, je me souviens pas d'un seul arrêt réellement important. Non, c'était finalement un match plutôt calme. Il y a eu quelques temps forts, mais qui n'ont pas débouché sur des réelles occasions. Il y a eu C'est là des centres un peu dangereux, des combinaisons plutôt en première période assez dangereuses, mais il n'y a pas eu de grosses, véritables occasions sur des tirs cadrés finalement. Non, mais globalement, le match en lui-même était mauvais. Enfin, c'était vraiment pas un bon match de Ligue 1, je trouvais. Techniquement très pauvre, avec très peu d'enchaînement offensif. Et de notre part aussi, notre jeu offensif a été quand même. Je pense qu'on s'est vraiment contenté de défendre et d'assurer les arrières, comme on dit, pour ne pas prendre de but. Mais si on avait pris un but, si on avait encaissé un but, je veux pas faire mon Rudy Garcia avec des si, mais si on avait encaissé un but, je me demande bien comment est-ce qu'on aurait fait pour revenir au score, quoi. Après, on a eu les plus grosses occasions. Il y a la frappe de Cardona, c'est tout. La frappe de court, Ouais, elle est pas dangereuse. à l'entrée de surface, il est tout seul, il peut armer, il est sur son bon pied. Ouais, mais Pour moi, c'est une occasion. il passe au gardien. Enfin, Et évidemment, un penalty, ah oui, ça, oui. Bah, je pense même qu'il y a et je un pense qu'il y a carton rouge. un carton rouge très net qui doit être sifflé sur Da Silva. Là, par contre, c'est. D'ailleurs, c'est étonnant, ils ont même pas fait appel à la VAR, quoi. Je veux dire, c'est super bizarre, hein. Ça n'a même pas été checké. Donc, est-ce que c'est l'histoire du match aller? Je sais pas si c'est un lien ou pas. On peut pas crier au complot, mais c'est un petit peu étonnant en tout cas. Et je suis un peu surpris, moi, de voir qu'aucun joueur brestois. On parlait de manque de caractère la semaine dernière, mais ça aurait été un match, ça aurait été des Montpelliérains, ça aurait été des, je sais pas, je pense à ce genre d'équipe, ils auraient été hurlés sur l'arbitre et ça aurait été vérifié, quoi. Au match aller, on l'avait très bien fait, et là, on a fait les petits enfants. On est resté. Ouais, il y a eu, mais 2-3 minutes plus tard, parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu entre temps. Bah, Et il fallait l'arrêt de sortir. jeu suivant, c'était là un coup franc à l'entrée de la surface pour le Stade Rennais. Et il y a Charbonnier qui s'est fait pas mal engueuler par l'arbitre, qui a failli prendre un carton. Mais il y a eu voilà, des protestations, mais. Enfin, je sais pas si. Dalloglio demandait aux joueurs de sortir le ballon, ils l'ont pas fait. Il était un peu furieux sur la touche. Ah, mais je pense que ça aurait rien changé. Hein. Après, voilà, on ne saura Après, jamais. après, là où je te rejoins sur le fait qu'on a un peu un manque de caractère, c'est que on a parlé sur le moment, et surtout après le match, on n'a pas parlé du tout. Je veux dire, bien sûr, faut pas tomber dans les excès comme Thierry Henry, mais ça me semble assez invraisemblable qu'aucun joueur ne soit revenu là-dessus, si ce n'est Brendan Chardonnay dans un tweet un peu lapidaire, mais on a fait comme si de rien n'était. C'est ça. Surtout que bon, on prend un rouge logique contre Bordeaux, mais il y a aussi des fautes en fin de match qui peuvent être sifflées. Bon, on n'est pas forcément verni par les décisions arbitrales en ce moment. Est-ce qu'on fait le nécessaire pour gagner les matchs aussi? Ah non. Voilà, c'est tout un débat. Est-ce que l'arbitre est plus important que Irving Cardona, par exemple? Est-ce que les Non, choix de l'arbitre on est d'accord, sont plus mais quand il y a importants des que choix qui les. sont aussi flagrants que celui de la main de Niang, bon, on peut quand même. Je pense pas que sur le podcast on soit à toujours à taper sur les arbitres parce qu'on en parle finalement assez peu. Mais là, c'était quand même très 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 flagrant, quoi. Et bon, c'est à noter. C'est dommage parce que c'est quand même. Rudy Buquet est censé être l'un des meilleurs arbitres de Ligue 1. Il est un arbitre international, donc c'est pas un petit derby qui va lui faire perdre ses moyens. Donc C'est problématique. c'était un peu étrange, un peu étrange. Alors que tout le monde l'avait vu, hein, finalement, même en direct. Enfin, t'avais posté justement un screen sur Twitter, Fanche, où on voit vraiment tous les Brestois qui lèvent les mains. Donc, alors que Niang a lui ses mains au sol, à côté du ballon. Sur le ballon. Sur le ballon, oui. Essai de Mba Niang. Donc on a parlé des performances défensives, des performances offensives qui ont été un peu moyennes. Il y a eu quand même quelques occasions, on l'a dit. Au niveau des performances individuelles, qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, d'un Brendan Chardonnay? Très bon, très solide. Je trouve que dans ce rôle, dans une équipe, quand on joue bas et qu'on sait qu'on subit et qu'il y a des longs ballons qui viennent, quand l'adversaire manque d'idées, je trouve, offensivement et manque de vitesse, il est vraiment très solide et il représente un peu la tour de contrôle. Il prend énormément de ballons de la tête, ce que l'on reproche à notamment Jean-Kévin Duverne et Jean-Charles Castelletto, hein, qui sont un petit peu de deux profils similaires. Lui, dans le jeu aérien, il est très solide et je trouve qu'il a fait un très bon match. Et est-ce que ça relance pas un petit peu le débat de la charnière centrale? Je ne sais pas, je ne pense pas. Moi, je pense pas qu'ils doivent être titulaires, notamment forcément à domicile quand on doit faire le jeu, parce que avec le ballon, il est peut-être un petit peu plus en difficulté. Mais sur ce genre de match, il est vraiment très fiable. Ouais, Moi, puis, j'espère que ça va relancer le débat parce que, en fait, on va le dire, on va le mentionner tout à l'heure, mais c'est la deuxième fois qu'il est dans l'équipe type du journal L'Équipe.
Et par rapport au nombre de matchs qu'il a joué, c'est quand même une sacrée performance. Et à chaque fois qu'il joue, il est bon, que ce soit en coupe, que ce soit en championnat, même à domicile contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. Voilà, tu en parlais, on avait peut-être eu plus le ballon et il avait été assez séduisant aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui apporte même dans l'état d'esprit. Il est agressif dans le bon sens du terme. Il gagne les duels, là, 75% de duels gagnés, il me semble. Oui, c'est ça. Et il est aussi garant de l'état d'esprit brestois, je trouve. Il représente la formation, il représente le club, et c'est vrai qu'en ce sens, il a une légitimité qui n'est plus à prouver. Enfin, donc, moi, on se retrouve, je pense, en Brendan Chardonnay quand on est supporter du Stade brestois, quoi. Enfin, vrai, j'espère que, enfin, déjà contre Saint-Etienne, je pense que ça ne fait aucune discussion quant à sa titularisation. Hein. Je vois pas comment il pourrait ne pas le mettre après sa performance contre Rennes, et ça nous donnera peut-être voilà, une idée de ce qu'il peut faire à domicile dans une défense à 4, puisque contre Bordeaux, par exemple, c'était à 3. Mais contre Reims, il me semble, il avait joué, ou Dijon, Metz, Reims. Bah, il avait été plutôt bon aussi face Clean sheet à... aussi, hein. Comment? Clean sheet aussi contre Reims. C'est vrai, il y a des liens qui se font. Je crois d'ailleurs que c'est après le match de Reims qu'il avait été dans l'équipe type. Je suis pas sûr, mais il me semble. Après, sur la majorité des matchs qu'il a joué, il a plutôt affronté le même profil d'attaquant, c'est-à-dire des attaquants qui vont vraiment énormément au duel. Boulaïdia, c'était le cas à Reims. Nyang, c'était le cas aujourd'hui contre Rennes. Et ouais, clairement, si on a des duels à jouer, ça me semble être le meilleur. Après, face à des Loïs Diony, par attaquants, exemple, voilà, c'est ce profil-là aussi. voilà, c'est ça. Mais Mais c'est moins après, bon que face à des attaquants plus, je sais pas, quelqu'un comme, comme Charbonnier qui décroche beaucoup, je pense que ça peut énormément emmerder quelqu'un comme Charbonnier, comme Chardonnay. Ouh là là. C'est compliqué de se retrouver hein, dans les noms brestois. Mais il est aussi plus complémentaire, je trouve, que Duverne et Castelletto qui se ressemblent un peu dans le profil. Et voilà, il est peut-être un peu moins rapide que les deux, mais justement, ça peut faire un qui joue plus stopper et l'autre plus en couverture. Si des gens jouent à Football Manager, voilà, je pense que Brennan Chardonnay aurait plutôt la consigne stopper, alors que par exemple un Jean-Kévin Duverne serait plus en couverture. Voilà, il y a cette voilà, c'est deux profils de joueurs un peu différents, et c'est toujours intéressant d'avoir une complémentarité dans ta charnière centrale. On va passer côté gauche maintenant avec donc je parlais d'un Romain Perraud trouvé sur ce match, une bonne première mi-temps et puis vraiment une très très bonne deuxième mi-temps. Oui, il a surtout en fait, il a prouvé ce qu'il n'avait pas encore véritablement prouvé, c'est-à-dire ses capacités, ses compétences défensives, parce qu'offensivement, c'est peut-être là où il était un peu le meilleur, et encore, il a pas de stats, hein, pas de passe décisive, pas de but, mais défensivement, il est souvent à la peine. Et là, il a montré tout son sérieux, vraiment beaucoup d'engagement, de rugosité, je sais pas si ça se dit en français, mais je pense. Et voilà, un match satisfaisant. Il y a Mèche sur Twitter qui parlait de Romain Perraud jour 1. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'il a mis 6 mois à s'adapter à la Ligue 1, et ce match, je pense, va lui faire énormément de bien. On avait pas mal de joueurs de derby finalement, à Chardonnay par exemple, à l'Arseneur, et je pense que Romain Perraud fait justement partie de ces joueurs qui se transcendent un peu lors des matchs un peu plus chauds. Et il a très bien fait. Alors on parlait avec Yann après le match que il faisait pas face à Rafinha, hein, c'était Lucas Dacouni en face, c'était un très jeune, mais peut-être qu'il y a quelques semaines, un Romain Perraud, même face à Lucas Dacouni, aurait été en difficulté. Donc voilà, depuis quelques semaines, moi je trouve qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs. Hein. Je parle d'y aller étape par étape, voilà, petit à petit. Et là, je trouve que c'était une sacrée grosse étape qu'il a franchie, et j'espère que ça pourra se traduire par une belle performance contre Saint-Etienne aussi. Et d'ailleurs, un match où il a peut-être à se racheter après sa bévue au match aller. Absolument, c'est Après, de là que je pense que sa perte de confiance démarre d'ailleurs. après, il y a un point aussi qui n'est peut-être pas à négliger, c'est que pour une fois, je l'ai trouvé plutôt en accord avec ses coéquipiers. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué avec Belkebla à côté de lui. Et j'ai trouvé que la paire avec les deux plus courts pour faire un trio, ça avait très très bien marché, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc, peut-être que c'était aussi les personnes à côté de lui qui ne l'aidaient pas à se mettre en confiance. C'est une possibilité.
Après, c'est un équilibre. De toute façon, le foot, t'es pas tout seul non plus à défendre. Alors forcément, quand tu manques de repères. Et avec certains joueurs, tu as plus de complémentarité. Quentin parlait de Duverne, Castelletto. Là, pareil, Perrault, faut qu'il soit en confiance avec les gars qui sont devant lui. Donc, si avec Belkebla ça marche mieux, forcément qu'avec un mec comme Belkebla, c'était plus aidé, il revient beaucoup défendre. Ça peut être très positif. Donc, Romain Perrault n'est pas mort. C'est ça qu'il faut retenir. Et Gaëtan Bello non plus, donc on avait eu des doutes dessus, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais Bello très bon, et c'est d'autant plus satisfaisant que Fossurier était cramé, quoi. Physiquement, ça s'était vu. Donc c'est bien de savoir qu'on peut finir l'année avec 2 latéraux droits à un niveau au moins correct, voire bon. Ouais, correct, je dirais, parce qu'après, c'est pas non plus transcendant quand tu regardes par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Je trouve que moi, les latéraux, c'est quand même l'axe prioritaire de chantier l'année prochaine au niveau du mercato. Après, voilà, on verra le développement de Romain Perrault, mais surtout à droite, je dirais. Oui. C'est vrai que tu peux pas, je pense pas que tu puisses refaire une saison de Ligue 1 avec Fossurier et Bello. On va passer au milieu avec. Il avait fait son retour dans le 11 titulaire contre Bordeaux, avec une performance correcte. Mais il a élevé son niveau de jeu, je trouvais, contre Rennes. C'est Aris Belkebla qui a été. Voilà, il a retrouvé son rôle de patron. Et il y avait eu des rumeurs comme quoi le staff médical n'avait peut-être pas diagnostiqué une blessure qu'il avait eue en rentrant d'un stage avec l'équipe d'Algérie. Et il avait traîné un peu cette blessure pour des matchs face à Lille et Marseille. Ce ne sont pas des rumeurs. Bon, voilà. Ça n'avait pas été vu, c'est tout. Voilà, donc je pense que ça se confirme en tout cas que voilà, il était diminué lors de ces matchs, notamment contre Lille et contre Marseille, et que là on retrouve le Aris Belkebla qui nous avait tant enchanté l'année dernière. Je trouve un petit peu dur sur le correct contre Bordeaux, parce que pour un retour, je l'ai trouvé plutôt bon, moi. Vraiment dans le contexte, il a été bon. Ouais, parce que c'est quand même peut-être l'un des meilleurs Brestois même sur le match, je trouve. Et voilà, j'ai qu'une hâte, moi, c'est de le revoir réassocié avec Ibrahima Diallo, quoi, parce que vraiment la paire fonctionne bien. Et je trouve les deux se bonifient, ils sont meilleurs l'un avec l'autre en fait. Et donc Belkebla, on sait que c'est une valeur sûre, il revient bien et on en aura énormément besoin pour la suite de la saison et sur les matchs qui nous restent. Donc c'est très important qu'il revienne en forme à ce moment de l'année, ça c'est clair. Parce que moi je me vois pas faire la saison avec Magnetti, Lannes et Batokyo toujours en poste de numéro 6 quand les adversités vont monter. On parle de matchs contre Lyon, contre Marseille, contre Lille, encore contre Monaco. Il va falloir qu'on ait les meilleurs joueurs à leur meilleur poste et à leur meilleure forme si possible. Après moi je rejoins Quentin sur le correct face à Bordeaux, parce que j'avais trouvé que autant il a mis tous les mêmes ingrédients que d'habitude, c'est-à-dire de l'engagement, de la vision, beaucoup de vista, autant je l'avais trouvé un peu bordélique tactiquement. Et ça n'a pas du tout été le cas contre Rennes, dans le sens où j'ai trouvé qu'au contraire, il était très discipliné. C'est pas forcément quelque chose qu'on met à côté de Belkebla d'habitude, mais vraiment dans son placement, dans son replacement, je l'ai trouvé. C'était peut-être pour moi son meilleur match de la saison. Alors je sais pas, je sais pas souvenir de tous ces matchs, faudrait les revoir, mais moi je trouve qu'il a fait déjà des très bons matchs, même contre le PSG, il avait été très bon. Il y a des matchs Après il y a des matchs où il était moins bon, on se souvient du match à Marseille, mais bon, est-ce qu'il n'y avait pas la blessure derrière tout ça aussi? Donc c'est positif de revoir, de parler de joueurs qui reviennent en forme, là, que ce soit Perrault, Bello, Belkebla, c'est une dynamique intéressante. Et puis il y avait du monde en face côté rennais au milieu de terrain, donc voilà, c'est un gros test pour Belkebla qu'il a passé avec succès. Voilà, Batokyo plutôt quelconque. Paul Lannes peut-être, un petit mot sur Paul Lannes. Décevant, à l'image de sa saison, je trouve. Ouais, c'est pas bon quoi. J'y ai cru 5 minutes, puis c'est pas bon. Tout. Mais, on nous a vendu un joueur technique et il y a pas de joueur technique. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de vitesse, il y a pas grand chose quoi. Il n'y a pas de joueur. Au moins il fait le taf défensivement, il se replace, voilà. Mais pareil dans l'esprit, je pense pas que ce soit un tricheur, non. À mon avis, il est juste un petit peu peut-être cramé en fait. Ou est-ce qu'il a besoin d'enchaîner les matchs? Je sais pas, parce que là, c'est vrai qu'il joue pas très souvent, donc c'est pas facile non plus pour un mec comme lui qui est trentenaire de jouer un match sur 3, un match sur 4. Tu perds vachement rapidement le rythme, hein, donc après, il joue jamais avec les mêmes partenaires. Il joue rarement au même poste. Là, il était sur un côté. Bon, il est pas mis dans les meilleures dispositions, je pense, par le coach.
ça peut expliquer, c'est pas les seules raisons, mais ça peut expliquer. Après, est-ce que tu es prêt à le faire démarrer titulaire quelques matchs, toi? Avec l'effectif 100% en forme, non. Mais pourquoi pas à la place d'un Batokyo qui doit souffler. Mais pour moi, il n'est pas dans les premiers choix, c'est clair que non. Très bien. Et on va passer à la doublette d'attaque maintenant. Commençons par la catastrophada de Irving Cardona. Ah oui, c'était vraiment un de ses plus mauvais matchs avec Brest, je pense. Triste à voir, parce que voilà, comme les autres, il est dans l'esprit, hein. Mais voilà, dans les décisions, c'était vraiment. Il était tout seul dans le zig et tous les autres étaient dans le zag. C'est ça. Après, il veut bien faire, comme tu dis, mais sa volonté de bien faire a pris le dessus sur la réflexion et sur le calme, en fait. Il a tout fait trop vite. Et on voyait Charbonnier qui était exaspéré parfois, parce qu'en fait, je pense que Irving Cardona, c'est un joueur d'instinct, mais il n'a pas de QI de football très développé. Ça, c'est un problème parce que normalement, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Et du coup, il fait des trucs parfois qui n'ont pas de sens et il va trop vite, il se précipite. Voilà, donc parfois sur des moments, hein, sur des éclairs de génie, il peut faire des trucs très bien, des accélérations, sentir des petits coups. Et la plupart du temps, il fait à contre-temps ce qui est demandé. Et là, contre Rennes, ça s'est vraiment vu parce qu'il était un peu esselé. Et il a perdu énormément de ballons et bon, il n'a pas créé vraiment de danger. Il aurait pu avoir le carton rouge de Da Silva sur lui, ce qui aurait changé un petit peu le visage de son match. Sur un éclair, il peut toujours débloquer un match, je pense, avec sa vitesse. Mais il faut qu'il progresse vraiment tactiquement, c'est important. Oui, et puis il faut peut-être aussi, faut peut-être qu'il essaye d'arrêter de vouloir faire la différence tout seul. Ouais. Après, c'est peut-être un manque de lucidité parce que je pense que c'est peut-être le joueur brestois qui fait le plus d'efforts sur ces dernières semaines. Mais le nombre, là j'ai une action en tête où il part de notre surface, il fait un tout droit sur 80 mètres pour aller en 6 mètres, alors qu'il avait 15. C'est là que Morel se blesse, il me semble, non? Il me semble, oui. Oui, bon, c'est un gain, mais au moins il a blessé un joueur. Voilà, c'est ça. Mais il a 15-20 possibilités de faire une passe, et non, il est allé tout droit. Après, le problème, je trouve, c'est quand même le manque de solution d'une part, parce que c'est vrai qu'il était très souvent tout seul, donc c'est très dur quand tu es tout seul devant de briller, surtout c'était pas non plus des peintres en face, on parle du Stade Rennais. Mais non, ce qui m'inquiète de plus, moi, c'est plus le manque de complémentarité avec Charbonnier. Ils se comprennent pas bien, je trouve, et du coup, en fait, Charbonnier comprend Cardona, oui, mais Cardona ne comprend pas Charbonnier. Charbonnier comprend vite et comprend tout le monde, je pense, parce qu'il est très fort techniquement et tactiquement. C'est un joueur vraiment très très fin. Cardona, lui, il est plus, c'est plus un bourrin, donc bon, dommage. Dommage, mais voilà, on mentionne tous ces axes de progression, c'est quand même bon signe. Voilà, c'est déjà quand même un bon joueur de Ligue 1. Ah oui. Il y a quand même beaucoup d'axes de progression, donc et je pense le potentiel est là, quoi. Il découvre la Ligue 1. Hein, je veux dire, il y a combien de joueurs ont mis un an et demi avant de vraiment. Voilà, il a quand même marqué des buts, il a fait gagner des matchs. C'est pas du tout anormal, je pense, quand tu es un jeune joueur, d'avoir un coup de mou. Je pense pas qu'on puisse lui en tenir rigueur. Enfin, en tout cas, je suis pas du tout envie de le découper ou quoi que ce soit. Cardona, on a vraiment besoin de lui. Et voilà, il a fait un moins bon match. C'était également le cas contre Bordeaux. Voilà, je pense qu'il faut qu'il fasse un peu de frais, qu'il se repose, peut-être d'être sur le banc contre Saint-Etienne, ça lui fera du bien, et revenir dans 2 semaines contre Angers et ou à Nice, je sais pas, mais il peut pas jouer tous les matchs 90 minutes, c'est pas possible. Et en plus, sa préparation, il est arrivé tard, hein, donc il a certainement une préparation un peu tronquée. Beaucoup de choses peuvent expliquer son manque de forme en ce moment. Et puis après, on va quand même positiver, c'est que même en étant très mauvais, que ce soit contre Bordeaux ou contre Rennes, il arrive à avoir des occasions, il arrive à créer du danger. Enfin, il disparaît pas du match, quoi, comme certains peuvent le faire. C'est ça, voilà, il y a quand même des moments, des éclairs de génie, enfin de génie, en tout cas où on le voit, et ça c'est important. C'est pour ça qu'il est un peu indispensable aussi, parce qu'il a ce talent quand même qui est là, et que peu de Brestois ont offensivement. Donc pour moi il est indispensable, donc c'est difficile de le mettre sur le banc, mais effectivement il a peut-être besoin d'y aller pour un match ou deux. Surtout que voilà, il est sur le banc, mais rien ne l'empêche de rentrer. Il a souvent été dangereux en tant que joker. Donc voilà, c'est pas parce qu'il est sur le banc qu'il n'impactera pas la rencontre. Et après, voilà, je pense qu'il faut pas non plus voir. Enfin, on est dans un championnat et pas dans une compétition comme une Coupe du Monde ou une Coupe où ça se joue en un mois. Là, on a un championnat qui est encore long. On est au mois de février, il reste 3 mois de compétition. Février, mars, avril, presque 4 mois. Peut-être il vaut mieux le préserver sur les 10 derniers que le cramer maintenant et le perdre pour 7 ou 8 matchs après, quoi.
faut aussi je pense que la gestion d'un effectif, ça rentre pleinement dans la réussite ou non d'une saison, et le staff sera vigilant à mon avis. Je vais pas mentionner Cour, mais voilà, Cour a fait du Johan Cour, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et juste un petit mot sur Charbonnier, pardon. Quel joueur, quel artiste. C'est vraiment un plaisir de le voir évoluer quand il est en confiance. Et pour lui prendre le ballon, il faut vraiment se lever très très tôt. Et peu de René étaient matinaux samedi pour lui prendre le ballon. Il y a quelque chose, quoi. C'est quand même un plaisir de le voir dans l'effectif brestois. Alors juste un petit mot sur peut-être les performances des autres clubs. Puisque Nîmes accélère. On perd du terrain sur le 18e et pourtant on gagne des places. C'est un peu le paradoxe de cette Ligue 1, puisqu'on a dépassé Angers qui coule en ce moment. Notre prochain adversaire, c'est catastrophique. Dijon a eu la bonne idée de s'endormir après avoir égalisé après avoir pris l'avantage, un peu comme nous contre Marseille. Voilà, on n'est pas encore maintenu. Hein. On n'est pas maintenu, et c'était un petit peu on salue Monaco aussi, on salue Monaco. Enflammé après oui, Monaco qui nous sauve en gagnant Amiens. Je pense que Toulouse, on ne les reverra pas. Amiens, c'est très improbable, mais attention, on est bien mais on est encore dans ce wagon d'équipes qui jouent le maintien. À mon avis, il faudra encore au moins 10 points minimum. Donc il n'y a pas non plus péril dans la demeure, hein. Faut pas non plus tirer la solide d'alarme. Derrière nous, il y en a 3 ou 4, donc il faudrait que les 3 ou 4 aussi gagnent des matchs. Eux aussi joueront les équipes PSG, Lyon, etc. Donc on est en tête de notre classement, mais voilà, il faut qu'on conserve la tête de ce classement-là, et se maintenir le plus tôt possible, c'est très important. Rapidement, je vous ai pas demandé votre homme du match. On a passé un peu au crible tous les joueurs. Un petit homme du match pour vous, messieurs. Chardonnay. Pour moi, je vais rester cohérent, c'est Belkebla. Très bien, pour moi c'était Chardonnay aussi. Et d'ailleurs, pour le Télégramme aussi, il me semble que c'était Chardonnay la meilleure note. Et donc une mention dans l'équipe type de l'équipe. Hâte de le voir contre Saint-Etienne. Alors avant de passer au news, un dernier mot sur Rennes et l'ambiance qu'il y avait au Roison Park. J'ai pu y aller dans le parkage. C'était un parkage plutôt bien garni et une belle ambiance bien mise par les Brestois. Donc ça fait plaisir d'être bien représenté dans un derby. Alors les news. On va commencer comme d'habitude par les résultats des jeunes et des féminines, des jeunes cette fois-ci, et des jeunes qui ont cartonné, tous autant qu'ils sont, avec la N3 qui a remporté un derby également. Victoire 3-0 à Plouzané, c'était un peu plus tôt que le derby de Ligue 1. But de Rafik Issaï, de Samuel Gentil et d'Idrissa Dio. Le premier et le dernier cité qui se sont d'ailleurs entraînés avec les professionnels ce mardi. Donc une juste récompense sur les performances des derniers matchs. La réserve est donc 7ème avec 22 points. Donc après un début de championnat assez compliqué, ça s'est quand même bien rattrapé, et ça jouera sûrement une place sur le podium peut-être, puisque le podium n'est pas si loin, à 4 ou 5 unités. Et d'ailleurs, la réserve joue contre Dinan-Léon samedi à 18h à Dinan-Léon. Donc Dinan-Léon qui est une valeur sûre de la N3, qui est 3 ou 4ème. C'est Plavenec qui est en tête, non ? Oui, Plavenec qui commence à faire un peu le trou avec 4 points d'avance sur son dauphin. Ils ont le dauphin qu'ils ont battu, il me semble, 3-2. C'est ça. Les U18 maintenant jouaient leur deuxième match de leur deuxième phase du championnat de Régional 1. Victoire tranquille 6-0 contre Ergué Gabéric. C'était à Penn-Hélène. Un triplé de Chris Bassakila, un doublé de Rémi Mauguin et un but d'Enzo Barro. Les U18 sont donc deuxième derrière la TA Rennes. Je pense que ce sera le duel entre les deux pour monter en U19 nationaux. Il n'y a pas de match avant le 7 mars pour les U18, donc une trêve d'un mois. Ce sera à Vannes-Ménimur. Les U17 se sont imposés également 7-1 face à Carquefou. Doublé de Matteo da Silva, doublé de Franck Leroux, but de Nohan Priour, de Gatien Foll et de Benjamin Le Foll. Donc les U17 qui continuent leur belle saison, ils sont à 5 points du leader Guingamp, 3ème, juste derrière Montrouge, et ils affronteront Le Mans dimanche après-midi. Un petit point aussi sur les U16
qui se sont imposés à Pontivy, donc à la GSI Pontivy. Là aussi, c'est le deuxième match, la deuxième phase du championnat de R1. Ils sont premiers après 2 matchs, hein, donc voilà, c'est une très belle saison pour la U16. Quelques petites statistiques depuis le début de la saison en championnat. 11 matchs, 10 victoires, 1 match nul, 55 buts marqués pour 9 encaissés, donc c'est une promenade de santé pour les joueurs de Yann Pénès. Une promenade de santé, en revanche, ce n'est plus le cas pour les féminines qui se sont encore inclinées contre Toulouse. Là, c'est la roue libre, hein, il n'y a plus rien à jouer. C'est un peu le problème de cette D2 féminine où il y a seulement une équipe qui monte et 2 équipes qui descendent, qui sont généralement les promus et qui galèrent pas mal. Donc, il y a pas mal d'équipes qui, arrivées à la mi-saison, ne jouent plus rien. Et c'est le cas de Brest. Donc voilà, c'est dommage de gâcher une saison qui apparaissait plutôt sympathique jusque-là. Mais voilà, Et toi qui suis quand même les féminines, tu as été à de nombreuses rencontres cette saison. Est-ce que, et même les saisons précédentes, justement, c'est ça qui est intéressant, est-ce que tu notes quand même une progression dans la dimension football féminin à Brest, au Stade brestois? Et est-ce que tu penses que le club est en train de grandir à ce niveau-là ou au contraire peut-être que ça stagne? Je sais pas, moi je les connais pas beaucoup les féminines pour être tout à fait honnête. Je dirais que ça progresse et ça se voit via la formation avec de plus en plus de jeunes formés au club qui jouent en D2. On voit aussi que la D2 féminine progresse, donc évidemment le Stade Brestois doit se mettre au niveau pour essayer aussi de progresser. Mais je pense que ça viendra, une vraie progression viendra quand la D1 passera un peu plus de clubs et permettra à la D2 d'être vraiment plus compétitive qu'elle ne l'est actuellement. Et j'élargis ma question rapidement sur la formation en général au Stade brestois. Est-ce que tu trouves avec les différentes infrastructures qui sont renouvelées petit à petit, c'est assez lent, mais bon, ça va quand même dans le bon sens vu de l'extérieur. Moi, je vois quelques matchs avec toi de temps en temps, notamment de la réserve. Est-ce que tu sens que le club va dans le bon sens au niveau de la formation, que ce soit des formateurs, des jeunes, parce qu'on a l'air d'avoir, enfin, je sais pas, vu moi à l'école, en tout cas, j'en vois beaucoup. C'est vrai qu'ils ont l'air les jeunes d'avoir quand même une mentalité plutôt intéressante, plutôt bonne. Est-ce que ça se voit sur le terrain? Est-ce qu'il y a une patte Stade brestois en fait dans la formation? Voilà, c'est exactement ça, c'est qu'on voit en fait une cohérence entre les différentes équipes. Quand on va voir jouer généralement les équipes de jeunes, on est rarement déçu par l'état d'esprit montré. Après voilà, il y a quelques générations qui sont au-dessus d'autres, hein. Il y a quelques creux comme l'année dernière par exemple avec les U19. Mais généralement, voilà, c'est quand même très satisfaisant. Par rapport, tu en parlais, aux infrastructures qui sont proposées par le club, voilà, comme tu disais, ça progresse, mais ça progresse doucement par rapport à un centre de formation d'un club de Ligue 1. Il manque toujours un terrain, hein, il y a un souci de place assez net. Tu peux pas faire jouer, tu peux pas entraîner une dizaine d'équipes de jeunes sur un seul terrain synthétique, alors que le terrain à côté en herbe naturelle est inutilisable pendant une bonne partie de l'année. Donc voilà, ça progresse. En tout cas, je pense que le centre de l'Armoricaine a fait quand même avancer le club dans un grand pas en avant, je dirais. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a des limites et si on n'en est pas peut-être encore aux limites, on n'en est pas loin. Mais il faut quand même ça. Tu parles du terrain en herbe donc de Penelen qui est inutilisable pendant une bonne partie de l'année et c'est ce terrain-là qui était encore plus mauvais et qui était utilisé par les professionnels quand on était en Ligue 1 en 2010, 2011, 2012 quoi. Donc on peut comprendre qu'on ait fait que 3 ans. Enfin, je veux dire quand le club travaille mal, c'est logique que si à un moment donné on soit pénalisé. Après, quand on fait que du tennis ballon, il s'use pas trop. C'est pas faux, oui. Voilà pour les résultats des jeunes et des féminines. On va passer peut-être aux anciens Brestois qui ont brillé. Alors Yann s'est absenté quelques minutes pour une petite obligation. Donc tu vas prendre le relais peut-être, Fanche. Oui, avec plaisir. Je ferai pas aussi bien Yann, mais je vais essayer de me rapprocher de son niveau. Alors au niveau des anciens, on a Édouard Butin qui a été titulaire avec Orléans donc le week-end dernier plutôt, pardon, en Ligue 2. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est la première fois qu'il est titulaire en fait dans une équipe professionnelle de football depuis le match de la montée avec Brest face à Niort en mai dernier. Donc ça commence un petit peu à dater, hein, ça va quasiment faire 9 mois. Voilà, on est tous, je pense, très satisfaits de revoir Édouard Butin titulaire. Alors Orléans a perdu, hein, comme d'habitude, et lui il est sorti au bout de 70 minutes à peu près, mais je pense qu'il est déjà satisfait de
retrouver le chemin des pelouses. Il avait peut-être besoin quand même de ces 9 mois pour récupérer de ces murges multiples qui s'étaient mises après la montée. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Une causalité qui est très nette. J'ai encore les vidéos. Ensuite, au niveau des anciens également, Alexandre Koef qui a marqué avec Auxerre à Ajaccio, mais qui a marqué contre son camp. Voilà, ça n'a pas empêché Auxerre de gagner 3-2 et de se relancer peut-être, qui sait, pour la course au barrage, même si je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Au niveau des anciens, mais là c'est des plus anciens encore, Simon Fallette, que tu appréciais beaucoup, Quentin, je crois, quand il était au club, qui jouait à Francfort, a été transféré au Fenerbahçe en Turquie cet hiver. Et depuis son arrivée, le Fener a joué 7 matchs et il n'a joué que 30 minutes, lui. Donc intégration un petit peu difficile pour Simon Fallette en Turquie. Et enfin, je vais conclure le point sur les ex-brestois avec celui qui flambe le plus en ce moment, en tout cas qui est dans l'équipe qui flambe le plus, c'est bien sûr Robin Le Normand, qui joue à la Real Sociedad, pour rappel, Real Sociedad en Espagne, qui s'est imposé 4-3 à Santiago Bernabéu, donc face au Real Madrid, en coupe, qualification donc en demi-finale de la Coupe du Roi, et en championnat ils sont 5e. À quelques points, 6e pardon, à quelques points des places de l'Atlético Madrid, et donc à 3 points de l'Atlético Madrid exactement pour une place en Ligue des Champions. Donc peut-être un Brestois l'année prochaine, en tout cas un formé à Brest, parce qu'il me semble qu'il est costarmoricain, si je dis pas de bêtises. Un ancien joueur du Stade Brestois en tout cas, en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est possible. Et évidemment, le Stade Brestois c'est encore possible, parce qu'on n'est pas si loin que ça en termes de points. Voilà pour les anciens et juste peut-être pour les actuels aussi, à signaler Brendan Chardonnay, qui est dans l'équipe type de la semaine du journal L'Équipe. Et c'est déjà la seconde fois cette année, donc c'est à signaler parce qu'il y a très très peu de Brestois qui ont été 2 fois nommés. Et lui c'est le cas, donc avec une très belle note de 7 sur 10, avec notamment plus de 75% de duels gagnés, plus de 90% de passes réussies, donc un excellent match, on en a parlé tout à l'heure, mais qui s'est également reflété dans la presse. Et enfin, j'ajouterais que vous pourrez retrouver en replay une émission qui s'appelle Le Vestiaire, qui est passée sur RMC Sport donc lundi dernier, avec sur le plateau Emmanuel Petit, Frédéric Piquion, Rio Mavuba, qui accueillait Gauthier Larsonneur, qui a parlé pendant plus d'1 heure de sa carrière, de sa vie, de choses et d'autres. Donc vous pouvez retrouver ça certainement sur le site d'RMC. On essaiera de retweeter les liens en tout cas qui sont disponibles pour que vous puissiez regarder cette émission où on voit un Gauthier Larsonneur détendu et dire que voilà, son avenir s'écrit certainement encore à Brest pendant quelques temps. Gauthier Larsonneur qui est quand même très sollicité. Ouais, mais depuis la montée en Ligue 1. Il n'a pas besoin de média training, je pense qu'il passe très bien. Il est bon client pour les médias, je trouve. Il est toujours humble et voilà, il est toujours agréable. On sent qu'il est. Il est conquêtois. Comment ? Il est conquêtois, c'est normal. Ah. Non, mais il a le contact facile. Ah bah ça, oui, c'est dire. Puis je pense qu'il n'oublie pas d'où il vient. Et ça, c'est important quand tu commences à avoir justement autant de sollicitations à droite à gauche, de quand même rester proche de tes racines, etc. Et lui, on connaît les siennes, donc c'est assez rassurant. Et puis, j'ai pas de doute sur le fait que voilà, c'est un gars qui va réussir, même s'il doit partir de Brest. Enfin, si un jour il part de Brest, on va pas le traiter de mercenaire, quoi. Je veux dire, ce sera sa carrière qui sera ainsi, et puis peut-être, on lui souhaite d'ailleurs d'aller plus haut, certainement. Idéalement avec Brest, mais bon. Je pense que pas non plus des idéalistes. Mais voilà, on peut pas non plus, exactement. Sinon, au niveau des news, j'avais noté toujours ce débat autour du nouveau stade. Là, il y a Denis Le Saint en personne, donc c'est rare, qui a pris la parole dans Ouest France, une longue interview. Donc je pense que vous l'avez tous plus ou moins lu. Mais si vous ne l'avez pas fait, donc je vous conseille le Ouest France. Donc c'est le Ouest France de lundi ou de dimanche, je ne sais plus, dans lequel il prend la parole et il affirme vraiment son projet. Et selon lui, le Stade Brestois, l'avenir du club, ça passe par un nouveau stade. Il n'y aura pas de rénovation de Francis Leblay. Et si la nouvelle mairie, etc., exige une rénovation, le Stade Brestois ne paiera pas un seul centime, il l'a dit. Lui, il préfère que cet argent, donc ça équivaudrait à peu près à 50 millions d'euros de rénovation, aille plutôt dans d'autres clubs sportifs de la ville, quand on voit l'état des piscines, l'état des terrains de foot, de basket. Je pense qu'effectivement, avec 50 millions d'euros, même des gymnases, tu peux faire pas mal de choses, sachant que lui s'engage à payer un stade assez frais avec les partenaires. Donc, je suis assez d'accord avec lui sur ce point personnellement. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi j'étais un peu partagé. Je pense que voilà, mon avis est clair maintenant sur le nouveau stade. Il en faut un nouveau. Oui, tout à fait. Je le rejoins complètement sur l'état des infrastructures de la ville de Brest. Quand on voit que voilà, tu peux pas accueillir
C'était la Légion Saint-Pierre, par exemple, qui a dû se déplacer à Plouzané pour jouer un 4 ou un 5e tour de Coupe de France. Voilà, c'est pas une ville comme Brest, c'est pas tolérable. 140 000 habitants, avec un bassin de population qui est autour de 300 000 à peu près. Je crois qu'on est, si je dis pas de bêtises, la 21e métropole en France. C'est absolument pas normal. Quand tu vois par exemple des équipes, j'avais regardé Marseille qui jouait en coupe contre Trélissac. Bon, le match n'était pas à Trélissac évidemment, mais ils avaient un stade qui je sais plus où c'était exactement, qui était très beau. Il y avait des infrastructures à droite à gauche qui sont très bien. Et nous, on est vraiment très en retard à ce niveau-là, et l'Arena ne suffit pas, même si on peut quand même souligner l'implication des frères Le Saint dans le sport à Brest, parce que mine de rien, ils ont, avec l'Arena, c'est pas eux qui l'ont construite, mais ils ont bâti le club de hand qui vit dedans, qui performe quand même super bien, visiblement, du peu que je connaisse. Et après, ils ont l'air d'avoir un projet également multisport pour le nouveau stade. Ils parlent quand même d'une piscine olympique dans son interview. C'est pas rien, c'est pas une petite patte aux joueurs. Donc en tout cas, je pense qu'il faut encourager. Le club grandit avec eux, et le sport à Brest va grandir en parallèle, et tout est imbriqué en fait. Tout à fait. Voilà pour les news. On va passer. Non, on a été plus que complet, je pense. Je crois que Yann est de retour en plus, il va pas tarder. Après ces news, messieurs, on va passer au match très important du week-end, un match un dimanche à 17h, c'est pas souvent. D'ailleurs, le match allait été un dimanche à 17h, il me semble, ou à 15h. C'était à 15h, et d'ailleurs je crois que c'est le premier match un dimanche un dimanche à Le Blé en Ligue 1 cette année. Oui, ça c'est une certitude. Ça doit faire longtemps qu'on n'a pas joué un dimanche à 17h, même avant que l'on descende. Voilà, mais c'est surtout parce que Saint-Etienne joue. Donc aujourd'hui, pour vous, ce soir à 21h, contre Épinal, c'est ça ? Épinal. L'ancien club de Brennan Chardonnay d'ailleurs. Oui. Où il avait effectué une saison en prêt. Et c'est important de savoir qui joue en semaine, parce que ça peut également jouer sur. Enfin voilà, Saint-Etienne enchaîne les matchs. Comme Rennes. Coupe de France, etc. Dans une situation où tu perds énormément, d'enchaîner les matchs et d'être dans une spirale négative, le physique il suit moins bien, parce qu'on dit toujours que quand tu gagnes les matchs, tu sens moins les bobos. À nous d'en profiter, il faut vraiment gagner ce match, et on ne peut pas passer à côté des 3 points. Là. Un match à 6 points, absolument. Là, c'est peut-être plus important même que contre les matchs contre Dijon, contre Amiens. Là, c'est parce que Saint-Etienne, on dit que voilà, qualitativement c'est au-dessus, mais finalement on se rend compte que peut-être pas. Hein. Quand tu prends 3-0 à Metz, que tu vas perdre à 10, à 11 contre 10 pardon, contre Montpellier. Sans rien faire en plus. Ils ont eu une demi-occasion pendant 60 minutes en étant en supériorité numérique. J'ai regardé tout le match. C'est vraiment pas bon. En plus, ils ont des joueurs des blessés qui sont blessés, des joueurs clés blessés, Kazri et Amouma pour ne pas les citer. Ça va être un match important, et voilà, il y a la place de faire quelque chose. On l'a dit en introduction, mais un match très important face à une équipe qui n'avance pas et qui a vraiment des difficultés gigantesques, qui recule même, tu disais. Ouais, qui recule. Mais en fait, même au-delà de l'équipe qui avance pas, je pense que c'est un club qui va très mal. C'est un club qui va très mal. On avait eu Paul du site Envers et contre tous au match aller, qui nous avait dit nous on est serein, ça vous pouvez réécouter le podcast, on sait qu'on va jouer entre la 6e et la 5e, 4e place. Et ben non, justement, Saint-Etienne vit une saison justement très compliquée, et quand tu es formaté pour le maintien, des équipes comme Amiens, comme Metz, comme Dijon, comme Brest, on sait qu'elles vont rien lâcher jusqu'au bout parce qu'elles sont préparées pour ça. Saint-Etienne n'est pas préparé pour ça, et je pense que c'est là le grand danger. On a vu des équipes descendre il y a quelques années, comme Monaco par exemple, à la surprise générale, parce que les joueurs n'étaient pas formatés pour se battre pour le maintien. Et je pense que Saint-Etienne, d'une part, joue le maintien, et deuxièmement, est en très grand danger. Et je pense que ton parallèle avec le Monaco il y a quelques années est très pertinent, parce que on revoit un peu les mêmes symptômes, et le plus grave pour moi, c'est l'abandon total des leaders. C'est-à-dire que des gars comme Stéphane Ruffier, Loïc Perrin, Debuchy, Romain Amouma, Debuchy ont disparu, que ce soit sportivement, ils enchaînent les mauvaises performances, et même dans les médias, on les entend pas, dans le vestiaire, on semble pas les entendre. C'est vraiment la trahison des leaders. En plus, le conflit est ouvert avec leur entraîneur Claude Puel, parce que j'ai entendu, donc j'ai écouté un petit peu, enfin je suivais un petit peu l'activité de Saint-Etienne, et il disait que dans la gestion de l'effectif, Claude Puel est en fait à l'opposé, à l'exact inverse de ce que faisait Jean-Louis Gasset l'année dernière, très proche des joueurs, un peu
paternaliste, et Claude Puel, lui, est très distant et parle de ses joueurs, il parle d'eux comme les mecs claqués de chaussettes. Voilà, donc c'est les gars qui n'en foutent pas une. Et il a été très surpris en revenant de Leicester, en fait, en voyant l'implication des joueurs qui n'est pas du tout la même qu'en Angleterre. Il y a des joueurs comme Colosier Jack, hein, il a dit qu'il jouerait de moins en moins, il est en conflit avec Mathieu Debuchy. Bon, on sent que l'ambiance est vraiment très mauvaise du côté de Saint-Etienne, alors que c'est l'opposé de Brest, où on sent quand même une certaine harmonie globale dans le vestiaire. Enfin, jusqu'à l'interview de Charbonnier, peut-être. Oui, comme tu l'as mentionné. Après, c'est loin d'être au niveau de Saint-Etienne, hein, mais il y a peut-être. Charbonnier, en tout cas, ça ne se voit pas. Charbonnier, c'est une considération tactique, et à Saint-Etienne, c'est vraiment des questions d'hommes, d'ego et de bien plus général, je pense. En tout cas, la recette est excellente du côté de Saint-Etienne pour se casser la gueule. Hein. Tout est fait finalement pour que le club sombre. Hein, même si on demande à n'importe quel supporter de Saint-Etienne, j'imagine que Romeyer et Caiazzo, ils en ont leur claque, et que finalement Saint-Etienne n'a jamais réussi à passer ce palier au-dessus de la Ligue Europa. Et voilà, il suffit d'une saison pour que tout se casse la gueule, et c'est le cas un peu aujourd'hui. Et pour moi, ils sont vraiment dans la charrette et vraiment en danger, parce que il y a vraiment aucune révolte qui se dessine sur le terrain. Et j'espère que ça commencera pas dimanche. À l'extérieur, j'ai regardé un petit peu les statistiques, et pour être totalement précis, ils ont joué donc 12 matchs. Ils font pas de match nul, 4 victoires, 8 défaites, et déjà 22 buts encaissés quand même. Donc c'est une équipe où derrière, même si Saliba et Fofana sont revenus et sont plutôt solides par rapport à un Perrin qui est complètement à la rue, mais complètement, c'est une équipe, voilà, sur laquelle on peut s'attendre à marquer des buts, sachant que défensivement, d'autre part, ils ont des errances tactiques, c'est-à-dire qu'ils font des défenses à 5, parfois des défenses à 4. Ils ont Trauco qui joue parfois milieu de terrain, parfois défenseur. C'est assez inconstant de ce côté-là, donc à nous d'en profiter aussi. Je vais juste préciser un peu sur tes stats. C'est 8 défaites, et c'est surtout 5 défaites sur leurs 5 derniers déplacements. Jamais 6-5, non. Jamais 5-6. 5, puisqu'ils avaient gagné contre Nantes, mais depuis, c'est aucune victoire à l'extérieur. Bah, on va prendre. Hein. Mais quand on est trop confiant, ça se passe mal. Oui, c'est vrai. Il va falloir rétablir la situation et dire que on va jouer face à une équipe très solide, bien organisée, et qu'on va prendre match après match. Hein. Parce que c'est la meilleure solution. Alors on parle Saint-Etienne, mais on parle surtout de Brest, avec de notre côté un état d'esprit qui est présent, à défaut voilà, un peu comme à l'image contre Bordeaux, à défaut de qualité technique digne de la Ligue 1. Au moins c'est cohérent ce qu'on propose, et c'est peut-être de mieux en mieux tactiquement. Ça va peut-être un peu moins dans tous les sens, c'est moins spectaculaire, mais c'est peut-être un peu plus efficace. Après, oui, je pense que le match nul obtenu contre Bordeaux, un petit peu finalement miraculeusement, et pourtant c'est pas immérité du tout finalement sur le match, et ce match nul à Rennes va donner un petit peu de confiance à l'équipe, parce que Bordeaux et Rennes, c'est des clubs en Ligue 1 qui parlent quand même, hein, c'est le 6e et le 3e. On n'a pas été ridicule contre ces deux équipes-là. Donc la confiance est plutôt bonne à mon avis. Moi, c'est la question que je me pose, c'est l'état de fraîcheur de l'équipe, l'état physique. Je pense qu'Olivier Dalloglio a fait du turnover ces derniers temps. On peut être confiant à ce niveau-là, mais voilà, si l'équipe n'est pas au point physiquement, on peut avoir des difficultés face à Saint-Etienne, parce qu'il y a quand même des mecs en face, ou en tout cas physiquement, qui peuvent être très solides. Voilà, j'attends moi de l'équipe de Brestoise, pas forcément de la folie, hein, comme tu disais Quentin, on en met un petit peu moins dans les matchs, mais une rigueur très importante, et un réalisme offensif. Voilà, on n'aura pas 36 occasions, je pense. Il faudra qu'on soit réaliste. Par exemple, je me souviens du match à Bordeaux où Grand-Cyr a une occasion d'ouvrir le score très tôt dans le match. C'est le genre d'occasion qu'il faut mettre au fond pour se mettre un peu tranquille. Après, tu parles de fraîcheur physique. Je pense que c'est à double sens, parce que effectivement à Saint-Etienne, il y a certains joueurs qui physiquement sont des brutes. Enfin, je pense notamment à Saliba. Autant au final, c'est très hétérogène. C'est un bon joueur, c'est pas une brute. Oui, c'est un très bon joueur. Oui, mais qui physiquement sont tout à fait au point, c'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord, je crois que tu disais genre c'est des bourrins. Ah non, qui physiquement sont tout à fait au point, mais à côté de ça, enfin, c'est très hétérogène. Ils ont des mecs qui tiennent pas plus de 60 minutes. Tu parlais de Trauco, chaque match de Saint-Etienne où il joue, passer l'heure de jeu, on le voit plus, il est cramé.
Et puis tactiquement, il est un peu aux fraises en plus. Bah, c'est un peu l'archétype du latéral sud-américain qui pense plus à l'attaque qu'à la défense. Si Loïc Perrin est titulaire, c'est bon pour nous par contre. Parce que vraiment, C'est gagné même là. oh là là, On peut le dire, c'est gagné. Quand tu arrives à te faire prendre de vitesse par Gaëtan Charbonnier, c'est que voilà, c'est compliqué la vie. Même Ruffier dans les buts, c'est plus du tout le même Ruffier qu'il y a quelques saisons. Là, il est vraiment en perdition. Regardez le but qu'il encaisse contre l'OM, le but de Payet, il est complètement pour sa pomme. Et le deuxième, il plonge même pas. Enfin, on sent que le mec a limite abandonné. Et en ce sens, c'est très inquiétant pour Saint-Etienne. Mais bon, à nous vraiment de mettre le feu dans un stade, je pense, qui sera plein. Contre Saint-Etienne, c'est un club qui attire pas mal, à mon avis, ça va faire guichet fermé. Par contre, les prix sont imposants. Saint-Etienne. On connaît la politique tarifaire de Denis Le Saint, de toute façon. Après, c'est Saint-Etienne, mais ça reste le 13e contre le 15 ou 16e. Donc voilà, quand tu vois ça et que tu dois payer 50 balles pour aller voir un match. Ouais, mais ils ont décidé les tarifs avant le début de la saison, donc Saint-Etienne. Non, ça c'est sûr, mais. On pensait que ce serait plus cher. Et après, de toute façon, tu viens pas voir l'équipe de Saint-Etienne maintenant. Techniquement, tu viens voir, Brest contre le club de Saint-Etienne qui est ce qu'il représente, quoi. C'est quand même le plus grand club français avec Marseille, je pense. Donc ça parle beaucoup aux générations, surtout plus anciennes que la nôtre, à mon avis. Tout à fait. Alors il y a sûrement pas de raison de changer drastiquement la composition qu'on a vue contre Rennes. Hein. C'était plutôt cohérent. On devrait revoir les 4 mêmes défenseurs. Il y a peut-être l'incertitude Paul Lannes. Je pense que peut-être à domicile, il va être un peu plus ambitieux. Moi, je trouve qu'au Traite, il avait fait un bon match contre Bordeaux à domicile et j'aimerais bien le revoir avec Charbonnier. Parce qu'on sait que la complémentarité entre les deux est réelle. Et dans cette période où on a peut-être un petit peu plus de mal à marquer des buts, sur les 3 derniers matchs, on n'en met qu'un, peut-être faire appel aux bonnes vieilles méthodes à domicile. Hein, je dis bien parce qu'au Traite à l'extérieur, je suis pas convaincu. Mais à domicile, peut-être un petit peu plus quand on a le ballon. On a vu contre Bordeaux que c'était plutôt pas mal. Et s'il revient bien, ça peut être intéressant. Moi, j'aurais associé les deux joueurs. Et pour faire souffler Cardona en plus. Après, ou alors on peut passer en 4-2-3-1 et faire jouer Cardona sur un côté et au trait dans l'axe. C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais moi je pense qu'on va revoir Mendy. Ah oui, j'avais oublié Mendy, c'est vrai. Bah tiens, c'est dingue quand même comme on l'oublie vite. Après, par contre, on ne devrait pas revoir Ibrahima Diallo, a priori. Ce serait trop tôt. A priori, je pense qu'il faudrait, à mon avis, je suis même pas certain qu'on le revoie en février. Par exemple, Mendy, c'est typiquement le mec qui va se faire bouffer par Saliba, mais bouffer tout cru. Oui. Et à ce niveau-là, je pense qu'un mec comme Charbonnier est plus à même de poser des problèmes à la défense centrale stéphanoise. Donc voilà, je suis pas sûr que. Il ira pas se coller et aller au duel avec Saliba parce qu'il sait qu'il fera pas le poids. Tandis que Mendy, il va y aller, mais il va perdre à chaque fois. Il va pas avoir le ballon de la tête. Et du coup, ça va être un joueur éliminé à chaque fois. Donc, et en plus, le fait d'avoir Mendy devant en pointe tout seul, ça va. Ça donne envie aux joueurs de. Ça donne envie aux joueurs de jouer sur lui, c'est ça. Ça donne envie aux joueurs de jouer sur lui, et du coup, ça va faire énormément de ballons perdus. Et si on n'est pas présent au deuxième ballon, on va justement pas l'avoir le ballon. Et on est bon, nous Brest, quand le ballon on l'a. Quand on l'a pas, on voit que c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ce serait pas une bonne idée de mettre Mendy. Après, Saint-Etienne n'est pas bon quand ils ont le ballon. Voilà, c'est tout un paradoxe. Peut-être que Saint-Etienne sera plus en danger quand à la perte du ballon justement, avec des latéraux qui montent assez vite et assez avec de l'allant. Donc pourquoi pas essayer de jouer aussi les contres à fond, même si on a vu contre Rennes que les contres c'était pas non plus notre tasse de thé. Après à domicile c'est différent aussi. Généralement il y a quand même un Brest à domicile, un Brest à l'extérieur. On est très solide chez nous. Donc il faut compter sur notre confiance et sur le soutien du public. Ça peut jouer beaucoup. Hein. Saint-Etienne, il suffit que tu ouvres le score face à eux. On connaît un petit peu leur manque de confiance actuelle. Ça peut très vite être le naufrage du côté stéphanois aussi. Et on ne sait pas ce que ça peut donner. Hein. Ça peut être l'éviction de Puel derrière. Ça peut avoir des conséquences importantes. Il faudra aussi voir ce qu'ils font ce soir en coupe. Si jamais ils vont en prolongation ou si jamais ils perdent, ça peut être vraiment la catastrophe. Des hommes à suivre, justement, je te donne la main pour un Stéphanois. Moi, mon joueur préféré à Saint-Etienne, c'est William Saliba, derrière, que je trouve vraiment excellent. Et comme j'ai beaucoup d'affection pour le club d'Arsenal, ou j'avais beaucoup d'affection pour le club d'Arsenal à l'époque, je suis content qu'il ait signé là-bas. Ouais, c'est Saliba à suivre, vraiment un très bon jeune joueur, et je pense que éventuellement, il pourrait faire une carrière bien plus importante que celle qu'il est en train de réaliser maintenant.
Alors, pour moi, c'est Jean-Eudes Aoulou qui nous avait fait très mal au match aller avant de sortir sur blessure. Mais j'ai un doute parce que il devrait être suspendu, mais je sais pas si c'est pour le match de Coupe de France ou pour le nôtre. Normalement, ça devrait être de Coupe de France. Donc, il devrait être là. Est-ce que les décisions FFF rentrent en ligne de compte pour le championnat? Enfin, s'il est là, ce sera Jean-Eudes Aoulou, et s'il est pas là, je rejoins Fanche sur Saliba. De mon côté, ce sera Loïs Diony. J'aurais aimé voir plutôt à Brest cette saison. Peut-être à la place d'un Alexandre Mendy. Mais il est, je pense, un peu trop cher au niveau du salaire. Et bon, j'imaginais plus un prêt. Hein. Mais moi, je le trouve... Enfin, je conçois qu'il ne soit pas bon en ce moment. Mais je trouve qu'il a des qualités qui ne sont pas trop exploitées. Et je pense qu'avec Olivier Dalloglio qui l'a lancé à Dijon, il aurait pu faire quelque chose de bien. Mais voilà, il retrouve une place de titulaire, il retrouve du temps de jeu. Et moi, je pense que ça peut être un joueur dangereux contre Brest ce dimanche. Il a tout raté contre Montpellier hier, en tout cas. Eh bien, on lui souhaite la même chose et j'espère que je passerai pour un con. Parce que... Et par contre, Yann, je vois pas de Jean-Eudes Aoulou suspendu. Hein. Il y a Kazri qui est suspendu mais blessé, mais je vois quelle décision de la LFP, tu vois ça? Il est suspendu en Coupe de France. Ainsi D'accord. que Johan Cavaille. Donc il jouera contre nous. Johan Cavaille. Johan Cavaille. L'ours. Côté brestois, Yann, je te donne la main en premier. Alors, côté brestois, vu que je suis très positif, ça sera un offensif. Et je vais dire, je sais que Franck ne sera pas trop content parce qu'il veut le voir sur le banc, mais ce sera Cardona pour moi. Ah non, je veux pas le voir sur le banc, mais enfin, s'il est sur le banc, je comprendrai quoi. Oui, d'accord. Enfin, pour moi, ce sera Cardona, que ce soit en tant que titulaire ou de joker. Parce que, voilà, je pense, enfin, s'il se retrouve côté droit, il aura Trauco en face. Il a moyen de se régaler. De mon côté, ce sera le buteur brestois qui va nous donner la victoire dans le temps additionnel sur corner. Je pense bien sûr à Brendan Chardonnay. J'attends de voir dans l'enchaînement des matchs. Il a jamais marqué à Francis Leblay, je crois. Hein. Je crois pas, non, il me semble. Il a marqué au Paris FC, peut-être le but le plus important de la saison dernière. Ouais, mais je crois qu'à Francis Leblay, ce n'est pas le cas. Ouais, moi c'est Chardonnay à suivre en tout cas. Et franchement, moi j'attends le premier but de Chardonnay à Francis Leblay. Je pense que ça peut être quelque chose de grand. J'attends la célébration, moi surtout. Ça peut être quelque chose de drôle. À poil. Moi je pense qu'il saura absolument pas quoi faire. Mais c'est justement ça qui peut être drôle. De mon côté, ce sera donc Gaëtan Charbonnier. Justement son duel avec peut-être la promesse française la plus intéressante au poste de défenseur central, qui mange régulièrement tous les attaquants qu'il rencontre, notamment en Coupe de France face à Ben Yedder et surtout Ben Yedder. Charbonnier est quelqu'un d'assez cérébral et je pense qu'il va en tout cas essayer de trouver un moyen de déjouer cette défense centrale et William Saliba en priorité. Mais est-ce qu'il trouvera la solution? C'est ce que j'attends de voir. Je ne sais pas s'il changera grand-chose à son jeu, mais j'imagine que jouer contre Gaëtan Charbonnier oblige les défenseurs adverses à changer quelque chose à leur jeu. Et c'est peut-être sa plus grande qualité à Charbonnier, c'est un attaquant assez unique dans son style de jeu, surtout en Ligue 1. Il y a assez peu d'artistes de ballon comme lui à son poste. Et voilà, justement, j'attends ce duel avec grande impatience. Et on salue Jo Parrain, qui attend aussi lui ce duel avec grande impatience. Mais moi, je suis un peu étonné du manque de considération qu'a Charbonnier, parce qu'il y a des joueurs qui étaient de très bons joueurs, hein, assez âgés, je pense à Desnivet, etc., qui ont vraiment une longévité, qui ont en Ligue 1 une très longue longévité. Et Charbonnier fait un peu partie de ce genre de joueur très technique, mais il n'a pas le physique qui va avec, je trouve. Et il souffre un peu d'un délit de sale gueule et les gens le considèrent pas forcément vraiment à sa juste valeur. Moi, je le trouve vraiment très bon, même s'il marque pas autant de buts que l'année dernière. Il est vraiment crucial. On a vu que sans lui, on ne pouvait rien espérer quasiment. Après, c'est peut-être lié à ses antécédents, parce qu'il a quand même une longue traversée du désert avant d'arriver chez nous. On lui a collé un peu l'étiquette de bon à rien. Et de nouveau Giroud aussi. Oui, voilà. Ça doit pas aider. Donc forcément, si tu suis pas Brest toutes les semaines, tu peux pas te rendre compte du joueur qui est en Charbonnier. Et pourquoi les gens ne suivent pas Brest toutes les semaines? C'est quoi cette idée là? Parce qu'ils n'aiment pas la vie.
Et il n'écoute pas Brest Tonnerre. Ça, c'est une erreur. Oui, parce qu'en tout cas, on peut signifier et rappeler, enfin pas rappeler parce qu'on ne l'a pas dit évidemment, mais que le podcast Brest-Rennes, enfin Rennes-Brest a eu un succès assez retentissant et énormément d'écoute. Je pense que les Rennais ont aussi écouté un petit peu parce qu'ils avaient partagé avec leur invité, mais ça fait plaisir en tout cas de voir ça. Et on vous remercie, puisque les audiences sont plutôt bonnes en ce moment, donc on vous remercie de nous écouter et d'être assez actifs aussi, d'interagir avec nous sur Twitter. C'est plutôt agréable. On va bientôt atteindre les 600 followers et ça c'est plutôt bien. Eh oui. Est-ce qu'on aurait imaginé atteindre cette base quand on a lancé? Peut-être pas. Après, si les gens nous suivent, c'est peut-être parce qu'on leur fait gagner de l'argent. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? Non. Ou c'était une transition C'était une transition. C'était la transition. Et bien justement, merci de ta transition, Yann. On va continuer avec continuer et finir avec donc les paris. Messieurs, je vous écoute. Moi je vais pas pousser le vice, c'est-à-dire Chardonnay buteur parce que c'était un peu plus pour la blague, mais je vais dire plus de 3,5 buts dans le match. Ah oui. Un match avec 4 ou 5 buts. Ouvert. Ah oui, d'accord. Moi je vais faire un très simple, c'est Brest gagnant. La cote est très avantageuse, elle est à 2,70 sur BetClick. Franchement, vous jouez 10 €, vous repartez avec 27 €. Bah, c'était mon pronostic aussi, Brest gagnant. Moi c'est à 2,75 sur Unibet, donc c'est mieux. Eh bien nous jouerons 20 €. Ah bah quand même pas, non, faut pas exagérer, mais on espère si vous êtes arrivé jusqu'à cette heure 10 encore une fois de podcast, que ça vous a plu. Et on va vous donner rendez-vous jeudi prochain pour justement de l'analyse de cette, je vais pas dire victoire, mais de ce match contre Saint-Etienne et donc la présentation du déplacement à Nice, si je ne dis pas de bêtises. Nice le vendredi soir. Et oui, le vendredi soir, il y a aussi un horaire et un jour. Alors par contre, il faudrait qu'on m'explique pourquoi. Il fallait mettre un match le vendredi soir. Non, mais on n'est pas le match le vendredi soir. Enfin, il y a un autre match le vendredi. On est le vendredi à 19h. Le match qui passe sur limite aucune télé, quoi. Bah, n'hésite pas à appeler Monsieur Kyo. De ce pas, je vais m'en occuper, mais c'est très étonnant quand même qu'on joue Nice à 19h et il y a Metz-Lyon juste après. Alors, si on est sur Bein, mais je sais, est-ce que Nice joue quelque chose de particulier avant ou après? J'en sais rien, ils sont plus dans les coupes. Donc c'est vraiment particulier, il n'y a pas de journée en semaine. Ça nous fera un jour de plus de récupération avant de jouer Angers, hein, mais c'est un peu particulier. Est-ce qu'il y a un concert peut-être à l'Alliance Riviera le lendemain? Je suppute. Il y a des concerts là-bas? J'imagine. Nouvelle enceinte, belle enceinte. J'imagine qu'il y a autre chose que des matchs de football, et je pense que s'il y a un nouveau stade à Brest, ce sera la même chose. Moi, je pense que c'est plutôt du rugby, mais on va voir. Du rugby à Nice? Il y a eu Toulon qui a joué il n'y a pas longtemps. Il y a les demi-finales du top 14 aussi, et ça c'est plus tard. OGC Nice, Stade Brestois, non, il y a billetterie et calendrier, on va regarder. Non, il n'y a rien. Il y a le salon, non, c'est bizarre. Salon du pif. Il n'y a absolument rien. Donc Brest dérange. Les supporters brestois dérangent aussi, puisque ça n'avantage pas clairement pas le déplacement, les éventuels déplacements des supporters à Nice. Déjà que c'est pas facile de se rendre à Nice, mais si en plus tu mets ça un vendredi à 19h, bon. Même si c'est les vacances, il me semble, non? Vacances scolaires, absolument. En ce qui concerne les vacances, j'ai réservé le billet pour me rendre à la Méno. Donc Brest-Tonnerre sera à la Méno. Très bien. Bah, jusque-là, on a quelques podcasts à enregistrer. Et donc ça commencera dès jeudi prochain avec, comme je l'ai dit, l'analyse du match contre Saint-Etienne et la présentation du match contre Nice. Et jusque-là, bonne semaine à tous. Bon match, si vous y allez, et si vous y allez pas d'ailleurs, si vous regardez à la télé contre Saint-Etienne. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut vous. De la croisière et dans la planche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté, me rappelle mon
sentiments, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.